Bienvenue sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour suivre cette édition de 22h au sommaire de l'actualité. Un événement qui se répète chaque année et dont la date a été choisie pour honorer l'adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le thème choisi cette année s'intitule « Nos droits, nos libertés de toujours ». Et elle a eu également un atelier sur la protection des réfugiés à Djibouti. C'est tenu ce matin au Djibouti Palace Kepensky en présence du ministre de l'Intérieur et du secrétaire exécutif de l'ONARS. Voilà pour le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. À l'instar des autres pays du monde, la République du Djibouti a célébré la journée mondiale des droits de l'homme au Palais du Peuple. Eh bien, cette journée avait pour thème « Nos droits, nos libertés toujours ». Placée sous le haut patronage du président de la République, la cérémonie a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Justice Ali Farah Assoué, les membres du gouvernement, le président de la Commission nationale des droits de l'homme Ali Mohamed Abdou. Les agences des Nations Unies, dont les représentants de la Fédération des droits de l'homme, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Tom Kelly, ont aussi participé à la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme qui se déroule tous les 10 décembre. Et les hauts représentants donc civils et militaires et les représentants de la société civile du pays étaient présents lors de la cérémonie qui a vu la participation d'un parterre de personnes dont un invité de marque. Il s'agit du secrétaire d'État du Royaume de la Norvège en charge de la justice et de la sécurité public. Après la lecture du Saint-Coran, le président de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, intervient et fait le point sur la campagne des droits de l'homme qui vise à promouvoir et sensibiliser sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. La journée a été marquée par des discours de personnalités politiques à la fois formelles et solennelles pour décrire l'évolution constante des droits de l'homme ici à Djibouti. Comprendre les droits d'avoir une éducation, de s'exprimer librement et de pratiquer la religion de son choix sans crainte de persécution. Cette année marquait également le 15e anniversaire de l'adoption du protocole de Palerme des Nations Unies qui vise à lutter contre la traite de personnes, une forme moderne de l'esclavage, l'une des plus ignobles violations des droits humains. À cet effet, permettez-moi de vous livrer le message du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Je cite: « Au moment où le monde est le théâtre d'atrocités à grande échelle et de violences généralisées, la journée des droits de l'homme devrait mobiliser une action mondiale plus concertée pour promouvoir les principes intemporels que nous nous sommes collectivement engagés à défendre. En cette année qui marque le 70e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, l'histoire du mouvement moderne des droits de l'homme né de la Seconde Guerre mondiale peut être une source d'inspiration. » Et le représentant du Haut Commissariat des droits de l'homme en Afrique de l'Est, M. Idrissa Kane, a délivré le message du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Et de son côté, Ali Mohamed Abdou, président de la CNDH, a précisé que la célébration de cette journée est consacrée au lancement d'une campagne qui marque le 50e anniversaire de deux pactes internationaux relatifs aux droits économiques et sociaux et le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966. Il a aussi donc salué l'engagement constant du chef de l'État aux côtés de la CNDH depuis sa création, tout en précisant que le combat pour le respect de l'homme est un combat constant qui nécessite une large participation, spécialement de la société civile. Je vous propose de les écouter. J'ai l'honneur et le privilège de délivrer la déclaration de son Excellence, M. Zeid Ra'ad Al-Hussein, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, à l'occasion de cette importante journée, la Journée internationale des droits de l'homme, et je cite:
À l'occasion de la journée des droits de l'homme de cette année 2015, nous souhaitons que le monde réfléchisse à ce que signifie la liberté. La liberté est l'idéal qui sous-tend ce que nous appelons désormais le droit international des droits de l'homme, soit les normes et réglementations qui protègent et garantissent nos droits. La journée des droits de l'homme 2015 marque le lancement d'une campagne d'un an qui célèbre le 50e anniversaire des 2 traités internationaux de défense des droits de l'homme, qui comptent parmi les plus anciens, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 10 décembre Journée des droits de l'homme en 1950 afin de promouvoir auprès de tout le peuple la Déclaration universelle des droits de l'homme, idéal commun à atteindre par tous et toutes les nations. La Journée des droits de l'homme 2015 est consacrée au lancement d'une campagne qui marque le 50e anniversaire de 2 pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966. Les 2 pactes, ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme, forment la Charte internationale des droits de l'homme, énonçant les droits civils, politiques, culturels, économiques et sociaux, qui sont les droits de tous les êtres humains. La campagne et les thèmes retenus cette année, nos droits, nos libertés toujours, visent à promouvoir et sensibiliser aux 2 pactes qui fêtent leur 50e anniversaire. La campagne, qui durera toute l'année, est centrée sur les thèmes des droits et libertés, liberté des paroles, liberté de culte, liberté des déplacements, de réunions, sur lesquels se fonde la Charte internationale des droits de l'homme. Ces droits et libertés sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient lorsque les pactes ont été adoptés. Quant à la Commission nationale des droits de l'homme, cette année après sa création, elle s'attelle avec abnégation à cette tâche au quotidien en dépit de ses moyens limités, avec le sentiment du devoir accompli et aussi avec l'espoir de faire encore davantage pour la promotion et la protection des droits à Djibouti, tout en sachant pertinemment qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et des conservatismes et mentalités à endiguer pour la plénitude des droits de nos concitoyens. Du haut de cette tribune, je tiens particulièrement à saluer l'engagement constant du président de la République en faveur des droits de l'homme à Djibouti et aux côtés de la CNDH depuis sa création, afin que les hommes et les femmes qui composent notre nation puissent jouir pleinement de leurs droits dans l'égalité, la liberté et la paix. Et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits de l'homme, a indiqué pour sa part que notre pays a toujours œuvré dans la protection et la promotion des droits de l'homme. Ces respects des droits des humains vont dans la ligne droite de la Déclaration universelle, a-t-il rappelé. On l'écoute. À travers le monde, le 10 décembre est célébrée la Journée internationale des droits de l'homme. La République de Djibouti n'a jamais dérogé à cette célébration. Les droits de l'homme est l'idéal commun que doivent atteindre tous les peuples et toutes les nations. Les États membres de l'ONU ont toutefois la responsabilité première de protéger les droits fondamentaux de leur population. C'est pourquoi les gouvernements, quels qu'ils soient, sont tenus de respecter et faire respecter l'exercice du droit, de protéger de sorte que nul n'entrave l'exercice du droit, de mettre en œuvre les mesures appropriées pour garantir le plein exercice du droit. Chaque année, il nous appartient de réaffirmer nos valeurs
humaniste, d'établir un diagnostic de la situation des droits de l'homme et de pratiquer et de proposer plutôt des actions à mener pour renforcer les acquis. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, notre pays est ouvert comme toujours, terre de rencontres et d'échanges, comme nous les affirmons souvent. Djibouti s'est soucié le début du sort de la population fuyant la guerre au Yémen et qui a trouvé refuge à Obok dans le nord de notre pays. Obok accueille une très forte population de réfugiés fuyant le conflit armé et en abandonnant tout ce qu'ils possédaient. En dépit de nos ressources limitées, nous nous efforçons de mobiliser tous les services de l'État pour accueillir, soulager et apporter les minimums à ces déplacés. Le Premier ministre, donc, Abdelkader Kamil Mohamed, a dans son intervention rappelé les valeurs des droits de l'homme. Il a indiqué que les droits de l'homme sont notre apanage à tous, en toutes circonstances, qui que nous soyons, quelle que soit notre origine, notre classe sociale et nos opinions. C'est une question de justice pour les individus, de stabilité pour les sociétés et de progrès pour le monde entier. Fin de citation, je vous propose de l'écouter. C'est à la fois un plaisir et un honneur pour moi de célébrer avec vous. C'était un événement qui nous tient particulièrement à cœur, un événement qui se répète chaque année et qui donne la date, et dont la date a été choisie pour honorer l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le thème choisi cette année, comme l'ont souligné tous les intervenants qui ont précédé, s'intitule « Nos droits, nos libertés, toujours ». En effet, les droits de l'homme sont notre apanage à tous et en toutes circonstances, que nous soyons, quelle que soit notre origine, notre classe sociale et nos opinions. C'est une question de justice pour les individus, la stabilité pour les sociétés et les progrès pour le monde entier. C'est la raison pour laquelle j'exhorte l'ensemble de nos concitoyens et les pouvoirs publics à s'impliquer davantage et à concrétiser les idéaux et les valeurs des droits de l'homme. Aussi, pour ne pas être juge et parti, nous avons décidé d'agir par l'intermédiaire des mécanismes et institutions nationales en leur confiant les missions de promotion et de protection des droits de l'homme et de défense des citoyens. C'est là le rôle primordial de la Commission nationale des droits de l'homme qui s'acquitte de sa tâche au quotidien sans complaisance ni zèle et en toute indépendance et conformément aux principes de Paris. Nous ne ménageons d'ailleurs aucun effort pour la réalisation pleine et entière des droits de l'homme dans notre pays où les progrès constants réalisés en matière de droits de la femme et de lutte contre la pauvreté pour le développement social illustrent, s'il en est besoin, de notre engagement en faveur de la démocratie et des droits humains en général. Et poursuivons son intervention, le Premier ministre a précisé que le gouvernement djiboutien ne ménage aucun effort pour la réalisation pleine et entière des droits de l'homme. Écoutez le Premier ministre. Qu'il me soit permis de souligner que le respect des droits de l'homme ne s'accorde nullement avec le désordre et les actes répréhensibles que nous ne sommes pas prêts d'accepter parce qu'ils sont absolument contraires aux droits humains. Lorsque des mercenaires à la solde de l'Érythrée imposent des rafles et emprisonnements à des jeunes nomades transformés en enfants soldats, s'il s'agit bien d'actes dégradants qui violent les droits humains dans leur essence, même si ce pays est en dehors de la normalité. Que dire de cette opposition qui refuse de respecter toutes les lois de la République? Que dire de cette opposition qui veut saccager tout sur son passage, y compris les libertés publiques? En fait, en s'attaquant aux lois fondamentales de la République, l'opposition démontre sa véritable ambition, saper la paix civile
défaire le concorde national et détruire les progrès accomplis. Eh bien, nous disons non. Cette journée solennelle de célébration des droits de l'homme est humaine. Le respect des droits et des libertés s'impose à tous. Personne ne peut y déroger. Aussi, il est de la responsabilité du gouvernement de sauvegarder les libertés publiques de circulation des hommes et des biens dans notre pays. Il s'agit d'un droit humain intangible que nous devons tous respecter scrupuleusement pour le bien-être et le progrès de notre peuple. Célébrer cette journée ensemble constitue un devoir auquel nous devons tous souscrire sans ménager nos efforts. Aussi, permettez-moi de féliciter les membres de la CNDH et leur président pour le travail remarquable qu'ils mènent en faveur des droits de l'homme et au service de leurs concitoyens. Je voudrais les assurer du soutien du gouvernement dans tous les domaines pour appuyer les efforts de progrès dans la promotion et de la protection des droits de l'homme, car la défense et le respect des droits de l'homme seront toujours des réalisations communes. Et des réactions donc recueillies lors de cette cérémonie, c'est celle des participants et les représentants de la famille de justice. Voici quelques-unes. À l'instar du reste du monde, Djibouti célèbre la Déclaration universelle des droits de l'homme et également le 50e anniversaire des pactes pour les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, le thème retenu, c'est nos droits, nos libertés toujours, c'est-à-dire tous les droits économiques et sociaux, culturels, ainsi que les droits civils et politiques doivent être respectés et les faire prévaloir, en même temps les faire respecter. L'intitulé de ce matin, c'était « Nos droits, nos libertés, toujours ». Et c'est le principe même des droits de l'homme. Droits et libertés, toujours. Tous les jours à Djibouti, les droits il est pourvu par les services publics, santé, justice, éducation, à la satisfaction des besoins liés aux droits qui découlent des droits des citoyens à Djibouti. Pour ce qui est des libertés, l'obligation dans un état de droit, c'est garantir l'exercice plein et entier de ces libertés. Ce que je n'ai pas entendu aujourd'hui, moi, et je pense qu'il était nécessaire de rappeler parce que vous avez bien entendu, les intervenants parlaient d'une époque spéciale, dangereuse, exceptionnelle aujourd'hui, et c'est la réalité. Eh bien, pendant une époque de cette nature, il y a le principe des libertés, notamment des libertés tous les jours qu'il faut garantir, mais il y a aussi un principe. Et rappeler le principe sans rappeler l'exception est insuffisant à mon sens. Alors quand on dit que les libertés doivent être garanties et que c'est légal, il y a aussi des exceptions qui sont légales, qui sont constitutionnelles et même conventionnelles. Je veux parler là des textes internationaux, du pacte international de 1966 auquel il a été fait référence tout à l'heure. Le pacte sur les droits civils et politiques de 1966 prévoit pour les États la possibilité de limiter les libertés fondamentales pendant une période, dans une situation exceptionnelle. Et ça, il fallait le rappeler parce qu'il y a une actualité qui est aussi réelle dans notre pays, c'est celle d'un péril, des possibilités de commission d'actes dangereux qui ont justifié que la semaine dernière, le président de la République ait signé un décret qui relevait les mesures de sécurité. Et ça va dans le sens d'une restriction, il faut le dire, d'une restriction de certaines libertés fondamentales, mais c'est une restriction légale, en ce sens qu'elle est prévue par les textes que je viens de citer. Elle est prévue à l'article 62 de la Constitution de la République de Djibouti. Il faut rappeler, on n'en est pas là aussi, on n'est pas à l'état d'urgence à Djibouti, mais les mesures qui ont été relevées, les mesures de sécurité, impliquent que les autorités compétentes, c'est-à-dire je pense à la police, au ministère de l'Intérieur, ils peuvent prendre la décision de procéder à l'interdiction de circulation à un endroit donné de la ville, par exemple. Ça, c'est une restriction de la liberté d'aller et venir, mais parce qu'elle a pour fondement l'intérêt général au préjudice, si je peux m'exprimer ainsi, d'une liberté individuelle d'aller et venir en cet endroit-là, eh bien, il faut la respecter. Et puis
L'actualité de ce 22h, c'est aussi cet atelier sur la protection des réfugiés qui s'est tenu ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Cette réunion a vu la participation du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan, les représentants du HCR à Djibouti, Monsieur Paul Endatouroum. Et cet atelier avait pour objectif de présenter le cadre juridique relatif à la protection et à l'assistance de ces personnes vulnérables à Djibouti. Cette réunion constitue le lancement du processus d'élaboration du projet de loi national sur l'asile en République de Djibouti. Rappelant que cet atelier a pour mission de s'inscrire dans la feuille de route de l'ONARS, qui est une institution qui œuvre depuis sa création en 1978 à la protection des réfugiés. Il faut savoir que la République de Djibouti a toujours été une terre d'accueil pour les milliers de personnes fuyant les guerres, et plus généralement l'élaboration et l'adoption de la loi nationale sur les réfugiés permet à notre pays de mieux se conformer aux dispositions de la Convention de Genève sur les réfugiés, invitant les membres à produire leur propre loi sur l'asile. Écoutez le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Telaj. Dans le cadre même de la mission dévolue à l'ONARS, une institution qui œuvre inlassablement dès depuis sa création en 1978 à la protection des droits fondamentaux des réfugiés. Sur le plan international, la République de Djibouti a également adhéré à la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951 et à la Convention de 1969 de l'Union africaine régissant des situations des réfugiés en Afrique. Mesdames et Messieurs, l'atelier que nous inaugurons aujourd'hui vise à apposer le cadre d'élaboration d'un projet de loi national pour la protection des réfugiés à Djibouti. Le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar, a dans son discours mis en exergue la politique du gouvernement sur la protection des réfugiés. Je vous propose de le suivre. La République de Djibouti a toujours été une terre d'asile pour les milliers de personnes fuyant les guerres et les perquisitions dans leur pays. À l'instar des réfugiés somaliens, éthiopiens et érythréens, dont certains parmi eux vivent en République de Djibouti depuis plus de 25 ans, l'afflux récent des réfugiés en provenance de Yémen depuis le mois de mars dernier constitue un exemple de la politique en matière d'accueil et d'assistance menée par notre gouvernement vis-à-vis des réfugiés et des demandeurs d'asile, et c'est en conformité avec ses engagements par rapport aux instruments juridiques internationaux dont notre pays est signateur, notamment la Convention de Genève de 1951 sur le statut de réfugié et la Convention de l'Union africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Les travaux d'un atelier de formation sur l'utilisation des tablettes à l'équipe d'encadrement et aux enseignants de la classe de première année du primaire de Djibouti s'est clôturé donc hier au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Cet atelier de 2 jours a permis aux participants de se familiariser à l'utilisation des tablettes numériques en classe. Plus de 200 personnes composées des conseillers pédagogiques, des directeurs d'école et l'ensemble des enseignants de première année de la base ici à Djibouti ont abordé donc au cours de ces 2 jours de formation des thèmes comme les caractéristiques des tablettes, explorer avec les formateurs les applications et les outils éducatifs contenus dans les tablettes, mais aussi travailler sur les applications Dreams qui sont des jeux ludiques qui permettent à l'enfant d'aiguiser sa curiosité et favoriser son éveil. Et les équipes d'encadrement ont travaillé sur l'offre pédagogique, les fiches pratiques et une simulation des activités pédagogiques exploitables en classe avec ses élèves. Enfin, le thème sur les consignes et la sécurité ont été abordés pour la préservation et inculquer des attitudes responsables quant à la gestion de ces outils numériques. Les travaux de l'atelier se sont clôturés avec la présence du secrétaire général Haroun Omar Aden et des hauts cadres du MENFOP. Dans les mots de clôture, le directeur général du CRIPEN a rappelé aux enseignants ainsi qu'aux directeurs d'école et conseillers que leur implication dépend de la réussite. Écoutez les réactions des enseignants bénéficiaires de cet atelier. Il y a des applications comme éducatifs, comme les livrets mathématiques, les livrets de français, et vraiment c'est bénéfique pour nous enseignants
comme pour les enfants, les élèves que nous avons en classe. C'est tout nouveau. Nous disons merci beaucoup à notre ministre. Les tablettes nous aideront beaucoup parce que c'est numérique. C'est plus facile qu'un enfant touche plutôt que de tenir le crayon et de chercher à tourner des pages, de porter un livre trop lourd sur son sac. Elle est vraiment portative et facile à manipuler avec les élèves. Je vois qu'aujourd'hui, de ce millénaire-là, les élèves sont beaucoup plus expérimentés que nous sur les écrans tactiles comme dans le téléphone. Je suis maman, j'ai des enfants et machallah, les élèves, ils sont intelligents à pouvoir manipuler les tablettes et elles sont vraiment solides, elles ne pourront pas se casser grâce à la couverture caoutchouc que portent ces tablettes-là. Aucune crainte, Inch'Allah, les enfants se sentiront épanouis, responsables et il n'y aura pas les débordements que nous avons tendance à avoir chaque jour dans les classes de première année qui sont difficiles à maîtriser. En bref et en image, la commune de Balbala et la société civile de cette même commune ont signé une convention de partenariat sous la supervision du président de la commune, Youssouf Hassan Nouhou, et c'était au centre des femmes de la commune de Balbala. Objectif, mettre en place une plateforme de rencontre, des discussions, de concertation et de débat entre la société civile et la commune de Balbala. Une personne a été désignée pour représenter la société civile au sein de la commune afin de coordonner, faciliter le dialogue entre la société civile et les autorités communales. Une réunion d'orientation stratégique qui envisage dans un avenir proche de redonner aux jeunes de la commune de Balbala leur vivacité et dynamisme. Santé cette fois, le ministère de la Santé, en collaboration avec les Lions Club de Djibouti, a organisé ce matin une caravane médicale de consultation ophtalmologie et de la chirurgie de cataracte gratuit dans le centre de référence de la reproduction de la santé Al-Husseina, et ce, dans le cadre de la lutte contre la cécité. Eh bien, les activités ont débuté aujourd'hui et se poursuivront jusqu'au 20 décembre prochain. Cette caravane dirigée par le docteur Issa Abdi Bogoré, spécialiste en ophtalmologie à l'hôpital de Balbala, pour principal objectif consulter plus de 500 malades. Tout patient vu en consultation bénéficier des traitements en collier, des lunettes de vision de près pour les patients âgés plus de 40 ans présentant des problèmes de vue ont pu bénéficier donc eux aussi de corrections optiques et des traitements en collure. Écoutez Dr Issa Abdi. Une journée des volontariats pour les enfants les plus démunis et vulnérables, initiée par le port de Doralé, conteneur terminal DCT, a eu lieu aujourd'hui dans la capitale, plus précisément dans le centre de développement communautaire du quartier 3. Ce sont donc les volontaires dénommés Global Volunteer Week qui mènent des opérations sur le terrain. L'objectif de cette initiative est donc de prévenir la maladie opportuniste pouvant toucher les enfants malnutris et surtout de bas âge. Cette action de volontariat a vu la participation des femmes des différents quartiers de la commune de Belhos. Le port de Doralé a organisé cette journée de volontariat. Nous avons fait plusieurs ateliers, un atelier d'éducation, un atelier de dessin et nous avons cuisiné pour 100 enfants. Nous avons vu que les enfants sont très heureux, ils étaient très contents de cette journée. Nous espérons que ce genre d'occasion sera encore pour fait à plusieurs reprises, plutôt sera organisé pour d'autres occasions et nous, avec ce centre de développement de quartier 3, c'est pour la première fois que nous avons organisé ça et nous allons, espérons-nous, Inch'Allah, susteindre ça et pour le futur et espérons que les enfants et toute la communauté sera contents.
Et direction d'Ikil, où une équipe mobile du CMH de la région s'est déplacée dans la localité de Daoudaouia avec le médecin de l'équipe mobile du centre hospitalier, le docteur Mustafa Amin Mohamed, pour y effectuer des consultations et des soins de proximité. Le but de l'équipe mobile est de prodiguer des soins dans les localités les plus reculées des structures de santé fixes. Effectivement, les consultations médicales, les soins de la reproduction, la vaccination, la prise en charge des enfants, malnutrition étaient les prestations offertes à la population de cette localité. Les nombres de personnes consultées étaient 55 adultes, 30 enfants, 10 enfants vaccinés, 10 consultations femmes enceintes pour l'ensemble de la localité. Le ministère de la Santé, avec ses actions de délocalisation à travers cette stratégie, compte rapprocher les soins à la population des régions en déplaçant les médecins et les paramédicaux. Actualité à l'étranger, après un accord conclu entre les rebelles syriens et Damas, des centaines de combattants et des civils ont évacué un quartier rebelle de Homs hier. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ils seront acheminés vers Kalat, Al-Madik et Idlib dans le nord du pays. L'Observatoire syrien des droits de l'homme confirme également que cette évacuation est le fruit d'un accord de paix conclu localement entre les insurgés et les autorités de Bachar al-Assad. Au total, quelques 2000 rebelles et leurs familles vont pouvoir quitter ce quartier assiégé depuis 3 ans. Parmi les centaines de personnes évacuées figurent des combattants aussi bien que des civils, la priorité étant donnée aux femmes, aux enfants et aux blessés graves. Et en France, le président de la COP21, Laurent Fabius, a dévoilé hier un nouveau projet de texte d'accord à la conférence sur le climat à Paris. Rien n'est encore réglé tant que les points de désaccord sont encore nombreux. Après les grands discours du président français François Hollande et chefs d'État la semaine dernière et l'espoir d'arriver à un accord ambitieux sur le climat, voici venue la dernière ligne droite. Laurent Fabius a reçu le texte final qui devait servir de base à l'accord. Ce texte doit maintenant être traduit dans les différentes langues des négociateurs afin d'être soumis une dernière fois aux ministres des 150 pays représentés, censés signer le document final demain. Il y a eu une réduction des 3/4 du nombre de points entre crochets, s'est réjoui Laurent Fabius. Mais dans l'ensemble, l'ambiance n'est pas au beau fixe dans les couloirs de la conférence parisienne sur le climat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.